présent. Merci Yasmina pour ton invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des dispositifs médicaux et plus spécialement de la conformité, de la compliance de ces produits. Euh, alors, euh, commençons par les définitions. Alors, les dispositifs médicaux ont une définition assez longue, assez complexe, qui ne tiennent pas sur une slide. Donc, en fait, j'ai trouvé la définition du mot device ou dispositif bien parlante. Selon le dictionnaire Cambridge, c'est un objet ou une machine qui est inventé pour servir un usage particulier. Et tout simplement, l'usage particulier, c'est un usage médical, dans le cas des DM. Donc voilà quelques exemples. L'usage est hospitalier pour le diagnostic, pour l'imagerie, pour le diabète, et j'en passe. Donc plusieurs utilisations. Mais j'ai retenu de la définition formelle et longue cette phrase qui fait la différence des dispositifs médicaux avec les médicaments et les vaccins, où l'objectif d'un dispositif médical, c'est de donner une action, mais pas par des phénomènes pharmacologiques, ni immunologiques, ni métaboliques. Donc en excluant ces trois, on va exclure les médicaments et tout le reste, par définition, ce sera un dispositif médical. Alors, le marché des dispositifs médicaux se porte bien. En 2020, il est estimé à 450 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de près de 5%, qui est équivalente à celle du pharma. Par contre, le pharma représente à peu près le double. Donc, on est de l'ordre de 1000 milliards. Donc, d'ici 2030, le dispositif médical va rattraper le pharma en termes de chiffres. Dans le détail technique, un dispositif médical se base énormément sur les nouvelles technologies, que ce soit les nanotechnologies, les biomatériaux, parce qu'il peut être très sophistiqué comme produit. Et donc, ceci s'explique par la présence d'énormément de startups dans ce domaine. En France, il est estimé à 90% du marché qui est détenu par les startups. Alors, dans ce schéma que vous voyez, c'est un produit à large utilisation qui est basé énormément sur la technologie. Il faut que les autorités puissent réglementer ce marché. Donc, le défi de la compliance est clé. Et le but d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu des grandes lignes. C'est pour ça qu'on a appelé ça introduction. C'est les grandes lignes de la compliance des dispositifs médicaux. Bon, il faut choisir une réglementation et celles qui sont les plus connues et celles qui sont les plus développées, on va dire, c'est celle des États-Unis et en Europe. Donc, vous allez voir qu'il y a un petit comparatif au fur et à mesure des slides. Alors, c'est la FDA aux États-Unis qui régule le marché des dispositifs médicaux et le marché de la santé en général. Le document phare, c'est le Federal Food, Drug and Cosmetic Act. C'est un document très générique. Et après, par secteur, il y aura des réglementations spécifiques. Dans le cas des dispositifs médicaux, c'est le QSR, le Quality System Regulation. Donc, retenez ça bien. Et ils ont des abréviations par rapport à l'ordre des codes. Donc, 21 CFR Part 820, c'est le code un petit peu pour se retrouver dans la réglementation. Mais retenez QSR. Ce QSR, donc chaque industriel, il doit se conformer à ce texte. Et qui dit conformité dit audit. Donc, on va auditer la conformité à ce texte. Et aux États-Unis, c'est le MDSAP. C'est le MDSAP qui s'occupe de cet audit. Le MDSAP est un programme en fait très intéressant parce qu'il va regrouper les réglementations de plusieurs pays, l'Australie, le Brésil, Canada, Japon et les États-Unis. Et au moment où on parle, il y a des pays qui veulent rentrer dans ce programme pour faire un seul audit pour plusieurs réglementations. Donc un accès sur le marché de plusieurs pays plus facilement.
Donc l'industriel, il est audité, il est certifié QSR, donc il va suivre la réglementation américaine. Maintenant, les produits, chaque produit, il doit passer par le filtre FDA pour savoir si on le met ou pas sur le marché. Donc il y a deux process de la FDA qui sont le Pre-Market Notification et le Pre-Market Approval. Et on va voir par la suite quand est-ce que l'un est appliqué et pas l'autre. Donc voilà la structure un petit peu large de ce qui se passe aux États-Unis. En Europe, actuellement, il y a des directives qui sont applicables. Il y en a trois. Une pour les DM implantables, une pour tous les autres, et une pour les dispositifs de diagnostic, ce qu'on appelle les IVD. Alors, il y a tout un chantier en Europe pour développer une réglementation et l'appliquer. Cette réglementation, elle est en cours. Elle a été signée et approuvée par la Commission européenne en 2017 et un délai a été donné aux industriels de 3 ans pour les dispositifs médicaux et de 5 ans pour les IVD. Donc en 2020, tous les producteurs de DM doivent se conformer à ce règlement. Et en 2022 pour les IVD. Alors, l'audit pour cette réglementation se fait par une nouvelle notion en Europe qui sont les organismes notifiés, les Notified Bodies, qui vont aller auditer l'industriel pour savoir s'il est bien conforme à cette réglementation et si ces produits répondent aux exigences qui sont stipulées pour donner à la fin un marquage CE. Parlons un petit peu des grandes lignes de chacune des réglementations. Ça, c'est voilà, les notions qui reviennent le plus, où il y a plus où la réglementation, elle insiste dessus. Aux États-Unis, il y a la notion des bases de données. Parce que voilà, les États-Unis travaillent sur le marché des dispositifs médicaux depuis les années, si je ne me trompe pas, 70. Donc ils ont un très bon recul, ils ont vu plein de cas, alors que l'Europe est là depuis les années 90. Donc voilà, ils ont moins de recul. Il y a beaucoup de bases de données aux États-Unis, des bases de données pour la classification des produits, ce qu'on va voir après, pour la liste des produits qui ont un marquage 510K, pour la liste des produits qui ont un marquage PMA, la liste de produits qui ont des effets indésirables sur le marché. Donc voilà, il y a plusieurs types de databases et il n'y a pas que ces quatre-là, hein. Il y en a d'autres. Donc ces bases de données vont permettre aux industriels de comparer leurs nouveaux produits à des produits existants sur le marché. Donc la notion de similar device, des dispositifs similaires, est clé dans la réglementation américaine. Aussi, les études cliniques, donc clinical evidence and post-market surveillance, sont très importantes. Un dispositif doit prouver son efficacité, donc il aura un bénéfice chez le patient, et l'industriel, il ne va pas mettre sur le marché et voilà laisser le produit vivre, mais il doit le surveiller. Et c'est une activité quotidienne de suivre les performances du produit sur le marché. S'il y a le moindre souci, il faut que l'industriel puisse réagir au plus vite. Le process de la FDA est très centralisé. Donc on va voir que voilà, la documentation est donnée par la FDA, elle audite, elle donne la certification et l'autorisation de mise sur le marché. Et ce n'est pas le cas en Europe. Alors en Europe, les bases de données, comme on a dit, sont moins développées. On a la base de données EUDAMED qui est en train d'être construite. Elle introduit, c'est comme une nomenclature. Elle introduit la notion de UDI, Unique Device Identification. Donc chaque dispositif aura un numéro comme un code à barre, un numéro qui l'identifie pour permettre la traçabilité. Pour chaque produit, il y aura l'opérateur économique. Donc voilà le fabricant ou le distributeur attribué à chaque produit. Et comme aux États-Unis, avec des mots différents, on parle de clinical investigation, vigilance and market surveillance, mais ça revient au même que les clinical evidence et post-market surveillance.
Alors l'Europe veut mettre l'accent sur la transparence et la traçabilité avec cette base de données. La notion aussi nouvelle en Europe, c'est le qualified person. Ça, c'est très intéressant parce qu'avant, il n'y avait pas, c'est comme un pharmacien responsable. Dans les industries de santé, dans les industries de santé, dans les pharmaceutiques, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas remonter? Dans les industries pharmaceutiques, il y a le pharmacien responsable. Maintenant, dans les dispositifs médicaux, il y aura une personne qui sera responsable, qu'on appelle qualified person, de la qualité des produits. Donc, c'est un process décentralisé, pas comme aux États-Unis, parce que voilà, il y a la Commission européenne, il y a les agences nationales de santé, en France la ANSM, en Allemagne l'Institut fédéral de santé, et il y a la notion aussi des organismes notifiés qui vont, les organismes notifiés qui vont auditer les industriels. Et c'est eux qui donnent, c'est les organismes notifiés qui donnent la certification CE. Parlons maintenant classification. Alors ça, c'est un sujet qui est un peu complexe, mais on va le traiter de façon la plus légère. Il y a en Europe et aux États-Unis, c'est pas la même chose. Alors, mais le point commun, c'est que la classification se fait en fonction du risque d'utilisation. On a 4 classes en Europe, classe 1, 2A, 2B et 3, et c'est proportionnel au risque. Donc les classes 1, c'est les moins risqués à l'utilisation, abaisse langue ou autres, c'est voilà, c'est des produits pas très nocifs. Et voilà, la notion de risque augmente et on aura à la fin, genre les pacemakers, c'est les plus risqués. Donc ça va remplacer le cœur. Et donc voilà, le risque est proportionnel à l'utilisation. Donc les produits les moins risqués, les classes A, c'est une autocertification. L'industriel, il doit prouver qu'il a un système de qualité. Il doit avoir des documents techniques, une PMS, mais l'intervention de l'organisme notifié n'est pas nécessaire. Donc, il ne va pas intervenir pour donner le marquage CE. Or, pour les 3 autres classes, l'organisme notifié a la décision de autoriser ou pas la mise sur le marché en donnant son marquage CE. Donc, pareil, l'industriel doit avoir un système de management de la qualité, c'est la base, mais aussi il doit préparer des documents techniques qu'il doit soumettre à cet organisme notifié pour lui permettre à la fin de mettre sur le marché son produit. Alors, comment on définit maintenant les classes des produits? Sachez qu'il n'y a pas une définition des classes A, une définition des classes 2A, 2B, ainsi de suite. Ça n'existe pas. C'est trop complexe pour donner une définition à une classe. Donc, il y a 22 règles de classification dans le texte réglementaire et qui sont définies par produit. Bon, on ne peut pas reprendre les 22 règles, c'est impossible. Dans une seule slide et dans un laps de temps réduit. Donc, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, la première règle, c'est tous les produits, les DM non invasifs, c'est des classes 1. Bon, ça paraît simple, mais non. Il y a des exceptions. Si c'est ça fait du sens. Si c'est un produit non invasif, mais qui va stocker un liquide ou un gaz pour perfusion, donc le produit va être au contact du sang, ben, c'est un classe 2A. Le risque est plus élevé. Et il y a un autre niveau de détail. Si ce liquide, c'est du sang, les poches de sang, c'est des classes 2B, parce que le risque est encore un cran au-dessus. Un deuxième exemple, les implantables, c'est des classes 2B, avec des exceptions. Et ça se comprend. Si c'est des implantables au niveau de la cavité buccale, bah, c'est moins risqué, donc c'est 2A. Mais si c'est un implantable en contact avec le cœur ou le système cardiovasculaire, ce sera un classe 3. Donc, le règlement donne des règles, voilà, des règles pour la classification. Il peut aller même dans le détail où il a bien cité le défibrillateur comme un classe 3. Le défibrillateur, s'il ne marche pas, ben, en fait, c'est la mort. Donc, le risque est très élevé. Ça, c'est les DM.
Et on a dit au début qu'il y a un autre règlement pour les DM de diagnostic, les IVD. C'est la même chose, notion de risque, même système de certification, autocertification pour les classes A. Bon, ici on parle de A, B, C, D pour ne pas faire de confusion avec 1, 2, 3. Il y a moins de règles de classification, il y en a 7. Elles ne sont pas moins complexes. Parce qu'ici aussi, on va dans le détail. Exemple, classe D, système de groupage. Des dispositifs qui vont permettre le diagnostic de maladies sexuellement transmissibles, de stadification des cancers ou des désordres congénitaux, c'est des classes C. Les tests, les autotests, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés à la maison, comme le glucomètre ou autres, c'est des classes C, mais exception, toujours. Glucomètre, test de grossesse, c'est des classes B. Pourquoi? Parce que le risque est moins élevé, on a un assez bon retour terrain, les glucomètres sont utilisés, une large utilisation, et il n'y a pas des phénomènes indésirables majeurs. Et les classes A, exemple, hein, c'est pas que les classes A, exemple, c'est les dispositifs de laboratoire. Par exemple, les boîtes de pétri, c'est des classes A, avec des exceptions. C'est simple, c'est pas drôle. Donc, il y a toujours des exceptions. Les États-Unis ne font pas comme les autres, bien sûr. Ils ont 3 classes. La classe, pareil, c'est toujours la notion de risque. Toujours le niveau de restriction, il est proportionnel au risque. Il y a au début General Controls, des bonnes pratiques de fabrication imposées, et il n'y a pas de passage par les process de mise sur le marché. Donc le produit peut être mis sur le marché sans passer par la FDA. Pour les classes 2, c'est le 510K dont on a parlé au début. Donc le 510K, c'est un process pour des produits moins risqués, c'est-à-dire enfin moyens, où il faut prouver l'efficacité et la sécurité par l'équivalence. Donc en pharma, on parle de bioéquivalence. Ici, on parle de substantial equivalence, SE, d'un produit qui est déjà sur le marché. Donc les États-Unis, ils ont un bon recul, donc ils ont assez de données des produits sur le marché. Donc si un industriel, il peut apporter une forte justification que son produit est équivalent et SE, un produit déjà mis sur le marché et qui ne pose pas de problème, ben, il peut avoir ce marquage 510K et aller sur le marché. S'il n'a pas cette justification, il doit passer par des études cliniques. Les classes 3, vous le devinez, il passe par la PMA, Pre-Market Authorization. Il faut apporter la valeur scientifique de l'efficacité et de la sécurité, et ceci par des études non cliniques et des études cliniques. Et pour chaque partie, il y a des guidance de la FDA qui permettent aux industriels de bien mener ces études. Et pour la classification, il n'y a pas de règle. Enfin, il n'y a pas de règle. Il y a une base de données avec 16 chapitres. Et enfin, elle se prétend exhaustive. Et on va pouvoir retrouver tous nos dispositifs avec cette liste. Enfin, les catégories de dispositifs. J'ai pris l'exemple que je connais, immunologie, microbiologie. Si vous allez sur le site du site de la FDA, vous cliquez sur immunomicrobio, vous allez avoir une autre liste très, très, très longue de sous-catégories de produits. Et si par exemple on parle de boîte de pétri, milieu de culture, c'est là, vous cliquez, il y aura une fenêtre qui vous explique que c'est une classe 1 qui n'est pas soumise à la F5K et la PMA et qu'il faut avoir voilà, ces exigences. Donc voilà, les États-Unis sont plus avancés là-dessus. Bon, on a fini avec la classification. Passons au système de management du règlement, en fait, du Quality System Regulation américain. Parce que l'américain, c'est lui qui est applicable. Le règlement européen n'est pas encore applicable. Donc parlons de celui-là. Il y a 15 chapitres au règlement américain qui va reprendre les grandes lignes, les bases d'un développement et de la compliance, Quality System, Design Control, Documents Control, on passe, hein, les non-conformités, les CAPA,
les dossiers, comment il faut gérer les dossiers de design et autres. Donc voilà, il couvre bien le besoin de l'industriel. Et pour ceux qui ont suivi le deuxième webinaire avec Madame Salma Halfaoui, elle a parlé de l'ISO 13485, qui est maintenant un outil pour répondre à l'exigence réglementaire. Et l'IA, il la reconnaît comme une norme internationale qui permet de répondre au QSR. Donc, si je suis certifié ISO 13485, je suis très à l'aise pour mettre sur le marché mon dispositif médical, sur le marché américain. Alors, je vais prendre un chapitre du règlement pour l'expliquer un peu, parce que je trouve qu'il est très intéressant. C'est le design control. Le design control, donc c'est le règlement qui dit aux industriels comment développer un dispositif médical. Alors, ce schéma explique très bien la démarche. On va partir d'un besoin utilisateur, c'est le point de départ. Allez, prenons comme fil conducteur un exemple des masques. C'est d'actualité, on a besoin de masques pour se protéger. Donc, je suis un industriel, je vais construire des masques. Si je suis ça, je suis bon. OK, donc le masque, je dois traduire ce besoin en design inputs. Qu'est-ce que les design inputs? C'est-à-dire les spécifications non produits. Le masque, il doit avoir une certaine porosité. Si c'est un masque à filtre, c'est un masque en tissu, il faut qu'il tienne sur le visage, il faut qu'il soit adaptable au visage, qu'il ne fasse pas mal. Donc, on va traduire les besoins de l'utilisateur en spécifications produits. Donc, voilà, on a spécifié que, voilà, je dis n'importe quoi, le filtre, il doit avoir une porosité de 300 nanomètres. Je dois avoir ensuite un process qui me permet de fabriquer ce masque. C'est le design process. Il faut bien qu'il soit expliqué, documenté. Et ce process est validé surtout. Et ce process, il va me donner des design output, c'est-à-dire il va me donner le produit concret. Et là, on ne va pas parler encore de produit, on va parler de prototype. Prototype qui doit répondre, où je dois retrouver mes spécifications d'entrée. C'est-à-dire, je dois retrouver dans mon masque la porosité qu'il faut, le fait que ça soit adaptable au visage, ainsi de suite. Et ce test s'appelle la vérification. C'est une étape clé d'un développement, vérifier que mon produit a bien les spécifications attendues. Une fois que c'est vérifié, donc c'est bon, on va parler de produit, ou medical device dans ce cas, et ce produit, il doit être validé par rapport à l'utilisation à laquelle on veut répondre. Et là, on va tester s'il est bien efficace contre le coronavirus, par exemple. Et la validation, souvent, c'est les études cliniques. Toutes ces étapes, elles doivent être suivies. Les équipes de développement doivent à chaque étape faire une revue, valider tout ce qui a été dit, que tout le monde soit d'accord, qu'ils s'alignent et qu'ils documentent leurs décisions pour passer à une prochaine étape. C'est le 21 CFR 830, design control. On a 10 parties où voilà, il donne les lignes directrices pour mettre en place des procédures de planification pour tout ce qu'on a dit, design input. Il y a le risk management qui est au cœur du développement. Il faut adopter une méthode de gestion des risques tout au long du process de développement. Il faut documenter les reviews, les outputs, la vérif, la valide, avec des résultats conformes, bien sûr. Le transfert de design, c'est-à-dire le passage du laboratoire à une échelle industrielle. Mon masque, je le développe dans un petit labo. Après, si je veux le mettre sur le marché, il faut une cadence industrielle pour répondre aux besoins. Donc tout ça aussi doit être documenté. Si on fait le moindre changement sur ce qu'on a défini au départ, il faut passer par un process aussi qui est le design change et il faut tout documenter dans le design history file.
Et chaque sous-chapitre, c'est des textes qui expliquent dans le détail ce qu'il faut faire. Donc vous voyez que le règlement est dense et il va dans le détail de chaque étape et chaque activité que l'industriel du DM est supposé faire pour être en conformité. Voilà, donc on a fait le tour un peu de la réglementation rapidement. Avec cette réglementation, il y a des normes qui tournent tout autour. J'ai bien aimé ce schéma qui va reprendre un petit peu les normes autour des dispositifs médicaux. La norme clé, c'est l'ISO 13485 pour le système de management de la qualité. Il y a aussi la norme de gestion des risques, une norme pour l'aptitude à l'utilisation qui est spécifique aux dispositifs médicaux parce que c'est un produit de santé qui dépend de son utilisation. Une gélule, elle est facile à prendre, mais l'application d'un test, par exemple un glucomètre, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Il faut que l'utilisateur soit apte, que ce soit facile pour lui, pour avoir un résultat, le bon résultat. Je passe sur les autres, il y a plein de détails. Vous allez retrouver cette slide, ce schéma sur le site Qualityzo. Il y a aussi l'investigation clinique et après, vous pouvez voir dans le détail chaque norme qui sont très utiles et qui permettent de répondre à la réglementation. Ok, passons un peu sur l'actualité, le Covid-19 et le medical device, relation étroite. Alors, le Covid-19 euh, a eu un effet sur le marché, parce que, comme je vous ai dit au début, le nouveau règlement devait être appliqué le 26 mai 2020 et la Commission européenne a décidé de le reporter à 2021 pour laisser le temps, parce qu'il y a eu plein de contexte a fait en sorte qu'il y ait du retard. Et donc, la Commission européenne apporte de la flexibilité avec un an de plus. Aux États-Unis, on a parlé de 2 process de mise sur le marché, jugés souvent très bureaucratiques. La pression politique a amené la FDA à sortir un guide pour un nouveau process plus léger qui s'appelle le EMA, Emergency Market Approval, et qui a permis de mettre sur le marché plusieurs respirateurs. Et l'effet des dispositifs médicaux sur le Covid, maintenant, est positif, parce qu'ils étaient au cœur du diagnostic. C'est des IVD qui ont fait le diagnostic du Covid-19, les PCR, les tests sérologiques. Les masques peuvent être considérés des dispositifs médicaux, mais là, il y a une nuance parce qu'ils peuvent aussi être considérés comme des équipements de protection individuelle. Donc, il y a des discussions. Est-ce qu'un masque est un équipement de protection ou un dispositif médical? Voilà, il y en a qui passent par les réglementations des EPI parce que c'est moins contraignant. Et une autre information très positive, c'est que les respirateurs pour l'assistance, faits par Medtronic, Medtronic c'est le leader des dispositifs médicaux, a mis en libre accès le design de ces respirateurs pour que c'est des documents confidentiels, souvent brevetés, et Medtronic a décidé de laisser les gens utiliser leur design pour développer des respirateurs au besoin. Voilà, on a fait un peu le tour de la réglementation, rapidement les normes, de l'actualité, les messages clés à prendre, les takeaways, c'est que les dispositifs médicaux, c'est un acteur majeur du système de santé. C'est une large gamme de produits, ça va du plus simple au très complexe. C'est un marché qui est en évolution constante et donc les standards et les régulations doivent suivre. Et pour nous, pour tous ceux qui nous écoutent, sachez qu'il y a énormément d'opportunités dans ce marché. J'espère qu'en Algérie, ça va suivre. Des opportunités pour les pharmaciens qui sont soit en affaires réglementaires, en qualité, en développement, en marketing, en industrialisation aussi. Donc, je rencontre énormément de pharmaciens dans mon entreprise, les médecins aussi, qui vont apporter leurs conseils
quelque sorte, et aider les développements de produits qui ont un bénéfice sur le patient, des biologistes, des développeurs web, des data analystes, parce que voilà, les dispositifs médicaux peuvent être informatisés, des instruments, et ils auront besoin de toutes les compétences nécessaires pour le développement. Sachez que les textes réglementaires, les guidelines, les design control par exemple, sont en libre accès. Donc, vous tapez sur Google Design Control FDA, vous allez avoir un document qui vous explique tout. C'est juste que c'est dense, c'est des documents difficiles à lire, c'est comme des dictionnaires. On ne lit pas un dictionnaire, au besoin on va chercher un mot. Ben, pareil, un règlement, une guideline, si on cherche quelque chose de particulier, on va voir CTRL F et faire une recherche, mais la lecture, elle est assez fastidieuse. Voilà, donc si vous êtes curieux, tout est en libre accès et je vous remercie pour votre attention. Vous avez mes coordonnées si besoin et si maintenant vous avez des questions, je suis ouvert à répondre dans la mesure du possible. Merci. Merci, docteur Borazi, pour votre intervention. Donc, je vous demande de laisser vos questions en message, car je vais les lire pour M. Borazi, afin qu'il puisse vous répondre. Et nous le remercions pour cette présentation très claire qui a fait le tour sur ce qui est réglementation et normes, ce qui se fait dans le monde, pour qu'on pourra nous situer à peu près en Algérie. Donc, je vous prie de laisser vos questions dans la rubrique message. Je pense que tout a été clair. Tant mieux. Alors, Meriem qui dit, pouvez-vous m'expliquer la signification du chiffre 0123 du CE? 0123 du CE. Oui. Ouais, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Alors, Meriem, si tu peux expliquer mieux ta question. Alors, Meriem, elle dit le code qu'on trouve sur le marquage CE de les emballages d'NDM. Franchement, je ne sais pas. Il y a marqué 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 à côté du marquage. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Désolé. Ok, parfait. Alors, Merwen dit bonsoir merci pour votre présentation. Est-ce que la notion Notified Body est seulement pour l'Europe, pas dans les USA? Oui. Notified Body, c'est des entreprises privées donc, qui sont autorisées par les organismes, les agences nationales de santé à auditer en leur nom les industriels. En France, c'est une entreprise privée qui s'appelle le GMED qui va intervenir en tant qu'organisme notifié pour auditer le règlement européen, le 2017/745. Mais cet organisme notifié, comme c'est une entreprise privée, elle aura un marché aussi aux États-Unis. Donc, elle va avoir un rôle d'auditeur aux États-Unis, par exemple pour le MDSAP. Mais voilà, le terme organisme notifié est clairement écrit dans la réglementation européenne. Donc voilà, c'est un statut apporté à ces entreprises. Mais il n'y a pas l'organisme notifié aux États-Unis à proprement dit, mais je vous dis le GMED qui exerce en France en tant qu'organisme notifié peut exercer aux États-Unis aussi.
Parfait. Bon, il y avait une question sur ce qui se passe en Algérie. Il y a Madame Ben Chaben qui a répondu et je peux aussi expliquer à peu près la situation en Algérie. Donc, en Algérie, tout ce qui a dit docteur Bourazi ne s'applique pas forcément. Donc, il y a l'aspect réglementaire qui est géré par la NPP. Il y a des homologations, des demandes d'homologation. Il y a un certain dossier à fournir, mais tout ce qui est certification, c'est à volonté de l'industriel. Donc, rien ne s'impose par l'État. Voilà, pour la parenthèse de ce qui se passe en Algérie. Ouais. J'avoue que moi, je ne connais pas trop comment Le ça se passe marché en Algérie. algérien, oui. Ouais, non. Alors, il y a Madame Hedjoud qui demande merci pour cette présentation. Je m'excuse, j'ai raté les 10 premières minutes. Est-ce que vous pouvez répéter votre cursus, ce que vous avez fait et quel est votre poste actuel? Cursus, alors, je suis de la promo de Yasmina. Je suis pharmacien diplômé de la faculté de médecine d'Alger. Et après, j'ai fait un master en chimie analytique à Lyon 1, à l'université Claude Bernard. Et maintenant, je suis consultant dans une équipe chez Biomérieux, assurance qualité, qui est en charge du management des risques. Donc, moi, mon activité quotidienne, c'est plus la gestion des risques et le design control. Merci Houssam. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous prie de laisser vos questions. Nous avons encore 5 minutes ou 10 minutes. Alors, Myriam, elle dit pour le numéro qui est devant le CE, c'est le numéro d'identification de l'organisme notifié. Il est écrit Ah, du CE. ok. Voilà. Bon à savoir. Nous avons Merci pour appris, l'information. nous avons appris une chose. Ouais. Parce que j'avoue que nous, pour l'instant, on n'a pas encore marqué nos produits CE avec le nouveau règlement, parce qu'il va s'appliquer en 2022. Donc tout ce qu'on fait là, c'est de rattraper le gap entre la directive et le règlement pour attaquer tout en 2022. C'est le cas de toutes les entreprises de l'IVD. Alors, Madame Benchaben, elle dit qu'elle a une information à ajouter, que le règlement s'applique en Tunisie et au Maroc. Donc, ils appliquent le règlement européen et le marquage CE. Ah, ouais. Okay. Et l'Algérie, j'espère qu'elle suivra le plus tôt Ouais. possible. Ben, apparemment, par rapport à ce qu'avait dit Madame Halfaoui lors du dernier webinar, il y a un texte réglementaire, mais voilà, après, qui nécessite des mises à jour. Mais il y a aussi la lourdeur réglementaire qui... Mm. Alors, Meriem qui pose aussi une question en Algérie, y a-t-il une obligation du marquage CE? Donc, à ma connaissance, il demande d'homologation, mais sans obligation. Donc, Madame Ben Chaban vient de confirmer, elle dit qu'il n'y a pas une obligation du marquage. Après, en Algérie, il y a beaucoup d'importateurs. Exactement. Il y a plus d'importateurs que de producteurs, et par définition, on importe des produits qui répondent déjà à des réglementations locales. Donc, on se dit qu'il n'y a pas énormément de risques. Voilà. Et Madame Ben Chaban qui a répondu, elle dit que l'importation, il y a une obligation du marquage CE, Mm. mais pour les producteurs locaux, Ouais. rien. C'est logique, vu que la réglementation ne l'exige pas. Donc, je ne sais pas s'il y en a plus de questions. Je pense qu'on clôture. En tout cas, merci beaucoup, Yasmina. C'est très intéressant tout ce que vous faites à la QN. Et franchement, continuez de promouvoir la qualité surtout. Parce que franchement, c'est pas un travail, c'est pas de la science, c'est pas de la science exacte, c'est juste de l'intelligence collective à mettre à mettre en application. C'est pas sorcier. Exactement. D'où Ouais. l'idée de créer cette communauté, c'est plus pour ce partage dans ce sens
Et merci Houssam d'avoir partagé avec nous ce qui se fait ailleurs. Comme ça, on aura une idée pour nous situer et ça nous donnera de la force et des idées pour les appliquer ici. Ouais, Alors, avec plaisir. merci Houssam, merci aux participants. Donc, Merci à tous. nous vous donnons rendez-vous pour de prochains webinaires, Inch'Allah, et n'hésitez pas à nous proposer des sujets qui vous intéressent. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Slama. Au revoir. Bye bye. Assalamu alaikum.